Bonjour tout le monde. Donc oui, Aude m'a très bien présenté, hein, Marie. Je suis animatrice d'atelier sur le jardin, des cours de jardinage et aussi les rendez-vous de l'écopôle. Peut-être que certains d'entre vous m'ont déjà rencontré. D'habitude, c'est effectivement plutôt de la pratique avec un volet conférence au début. C'est vrai que j'ai plutôt l'habitude de rencontrer les gens plutôt que d'être derrière mon ordinateur. Donc oui, je vous demanderai d'être indulgent, voilà. Et surtout, n'hésitez pas à m'envoyer des petites questions pour que ce soit vraiment plus interactif. L'idée, c'est que ça soit plus sous forme de discussion, de conversation, d'échange, même si je ne vous entendrai pas de vive voix, mais voilà, à travers la discussion, plutôt que vraiment un cours magistral. Euh, L'idée aujourd'hui, ce sera d'essayer de faire venir les petites bêtes au jardin, les auxiliaires notamment. Donc voilà, on va débuter. D'abord, selon un rapport qui est sorti il y a 3 jours par l'UICN, c'est un comité français qui fait des analyses sur la faune et la flore, on a 18% des espèces de la faune et de la flore qui sont menacées en France. Donc, je vous ai mis une petite carte retrouvable sur le site de l'UICN. Alors, ce ne sont pas que des espèces très rares, ce ne sont pas que des espèces qu'on retrouve très loin parce que il y a quand même beaucoup d'amphibiens qui sont menacés. On a aussi notamment les écrevisses qui sont menacées de disparition, des oiseaux aussi comme le chardonneret, comme le martin-pêcheur, qui sont vraiment menacés de disparition, et aussi des oiseaux nicheurs. Donc, ce n'est pas anodin comme incidence parce que il faut savoir que chaque espèce a son utilité, euh, que ce soit en termes de pollinisation, de régulation des autres espèces par la prédation, et que ce soit aussi par l'intérêt au niveau du jardin. Voilà. Donc ces chiffres, vous pourrez les retrouver sur le site de l'UICN, ils sont tout à fait disponibles. Dans un premier temps, je vais essentiellement m'intéresser aux insectes au jardin parce que c'est quand même les principaux acteurs de nos jardins. Et donc, la raison pour laquelle je vais m'intéresser à eux, c'est qu'on a essentiellement deux types d'insectes. À savoir, tout d'abord, on va avoir les auxiliaires, ce qu'on appelle les auxiliaires de culture, par exemple, qui sont plutôt bénéfiques au jardin. Et on va avoir aussi les nuisibles ou ravageurs, qui sont des ennemis des cultures, donc pour lesquels on va avoir tendance à utiliser des insecticides. Donc les insecticides, ils font pas le tri, hein, ils tuent les deux, et donc pas uniquement les insectes, pas uniquement les nuisibles et les ennemis du jardin, c'est-à-dire que du coup, dès que vous mettez un insecticide, il a forcément une incidence sur les autres espèces qui vont l'entourer, même si celles-ci ne sont pas les espèces visées. Par exemple, si vous mettez un insecticide pour lutter contre les limaces, eh ben, il se peut qu'un hérisson passe par là, mange soit les petits granules que vous aurez mises, soit carrément les limaces, et du coup, meurt, ou soit juste très malade. Mais du coup, effectivement, ça a forcément, un peu comme quand on fait des ricochets, on a des ronds dans l'eau, et forcément, ça n'impacte pas qu'une espèce. Euh, donc, les insectes vont avoir les auxiliaires vont avoir plusieurs intérêts au jardin. On va d'abord s'intéresser aux pollinisateurs. Donc, les pollinisateurs, ça va être ceux qui sont chargés de transporter le pollen d'une plante à l'autre, et donc, du coup, ils sont indispensables pour la formation, la mise à fruit de 80% de nos plantes. Donc, pour faire très court, pas de pollinisateurs, pas de fruits. Il se trouve que avec la réduction de la population d'abeilles, notamment, on se retrouve beaucoup plus à devoir polliniser nous-mêmes certains groupes
de fruits et légumes, par exemple les courges, à devoir nous-mêmes les polliniser au pinceau, ce qui est hyper fastidieux, compliqué et pas forcément d'une naturelle, parce que c'est aussi l'intérêt des pollinisateurs, la nature étant très bien faite, forcément, du coup, bah, on vient interférer là-dedans. Et en plus, bah, c'est très fastidieux. Le résultat, il est quand même très mitigé. Donc voilà, on va essayer plutôt d'encourager les pollinisateurs à rester avec nous. En termes de pollinisateurs, ben, on va avoir donc, tout ce qui va être abeilles, guêpes, frelons, bourdons. Donc des petites bêtes qu'on n'apprécie pas forcément. Donc quand je vous mets le frelon sur le partage d'écran, vous voyez que c'est plutôt le frelon européen. Le frelon asiatique n'étant du coup pas une espèce endémique de la Bretagne, étant arrivé en France par accident et du coup s'attaquant à nos populations de guêpes, d'abeilles et aussi de frelons européens. Donc, pour l'instant, on n'a pas vraiment trouvé de solution, si ce n'est les pièges à frelons, qui ne sont pas tout à fait au point, mais qui font leur effet tout de même. On va avoir bien sûr les papillons, un peu tous les papillons, hein, et on va avoir aussi certains types de mouches. On aura aussi certains oiseaux, notamment le plus connu étant le colibri, qu'on n'a pas en Bretagne malheureusement, mais qui est aussi un pollinisateur très très important. Donc voilà, on en connaît d'autres, hein. Hop. Donc voilà. Alors ensuite, on va avoir les insecticides naturels, enfin les prédateurs qui vont prendre le rôle d'insecticides naturels, donc qui sont très intéressants. On va avoir certains coléoptères, les carabes, les scarabées, qui vont avoir tendance à manger un peu les limaces, les chenilles, qui nous déplaisent un petit peu au jardin, qui nous causent du tort, n'est-ce pas? Les carabes et les scarabées, on peut les voir aussi au compost, mais ça, on en parlera tout à l'heure. On va avoir le plus connu de tous, qui va être la coccinelle, notamment les larves de coccinelle, qui sont aussi vendues en jardinerie, donc un insecticide naturel. Donc, le principe, c'est que vous allez au magasin de jardinage, vous achetez une petite carte. Non, ce n'est pas une carte postale, une petite carte avec écrit donc larve de coccinelle, tac, tac, tac. Vous allez régler votre carte. Et ensuite, vous allez envoyer ce petit coupon à l'adresse qui vous est indiquée et l'entreprise va vous ramener une petite boîte avec des larves vivantes à installer, soit dans votre potager, soit dans votre serre, en fait, dans la zone infestée de pucerons. Il faut savoir que c'est surtout les larves de coccinelle qui sont très gourmandes, donc elles peuvent manger jusqu'à 100 pucerons par jour. Donc, quand vous allez au magasin, vous allez avoir plusieurs variétés, plusieurs races, plusieurs espèces de coccinelles que vous allez pouvoir acheter. Privilégiez plutôt, hop là, mince. Privilégiez plutôt les espèces à 7 points que les espèces dites asiatiques, parce qu'on va rencontrer des problèmes. Donc, les guêpes aussi, qui vont avoir tendance à manger des larves, ce n'est pas le premier prédateur auquel on pense, mais du coup, il ne faut pas non plus négliger son action. On va avoir aussi d'autres petites bêtes qui sont plutôt intéressantes, notamment au niveau des pucerons. Donc les cirphes, à ne pas confondre avec une mouche ni avec une abeille. C'est une petite, je pense qu'on la voit tous sur l'écran, une espèce de petite mouche rayée de jaune et de noir, qui va aussi à la fois jouer le double rôle de pollinisateur. On a les chrysopes. Alors les chrysopes, c'est la deuxième petite bête à laquelle on va faire appel pour se nourrir de pucerons. C'est un petit insecte vert très clair, de la même couleur que les feuilles, avec de très longues ailes transparentes, un peu nacrées. Et donc, ce chrysope, il est très, très vorace en termes de pucerons. Il adore se nourrir de ces petites bêtes. On va avoir les punaises aussi. Le gendarme qui, une fois qu'il a mangé toutes les graines de malvacées, donc tout ce qui est mauve, rose trémière et tout ça, qui sont
il s'en délecte. Bah, une fois qu'il n'y a plus grand-chose à manger, bah, il va plutôt se tourner vers les larves de pucerons, donc à ne pas négliger. Et le perce-oreille peut manger aussi des pucerons. Alors attention, le perce-oreille n'est pas une espèce dangereuse pour l'homme. Je sais qu'il est terrifiant avec ses deux petites pinces à l'arrière. À savoir que juste on l'appelle perce-oreille parce qu'il avait tendance dans l'Antiquité à se nourrir de petits oreillons d'abricots ou de pêche. Voilà, d'où le nom perce-oreille. Et on va avoir aussi les araignées, donc les araignées qui vont manger toutes sortes d'insectes. Alors si comme moi, vous êtes terrifié des araignées, essayez de vous mettre dans l'idée que non, finalement, ça a quand même un super intérêt au jardin, les araignées. Et puis tant que c'est pas sous le matelas, ben, pas de souci. Hein. Donc ça va manger des mouches, donc ça peut aussi manger notamment la mouche de la carotte. Ça peut manger le ver du poireau. C'est pas sa première source de nourriture, mais du coup, tout ça associé, forcément, ça nous fait une belle population d'insectes voraces pour nos mauvais nuisibles. Donc, on va avoir ensuite une nouvelle catégorie qui va être les recycleurs. Alors, les recycleurs, ça va être ceux qui sont chargés de transformer notre matière en terreau fertile. Donc, toutes les matières, bien sûr, toutes les matières fraîches. Si vous avez des questions, il ne faut surtout pas hésiter. Je vais un peu vite, du coup, ça va. Hop. Donc, parmi eux, la cétoine. Alors, la cétoine, donc là, on a une très belle cétoine dorée, un très, très beau spécimen. Il faut savoir que la cétoine, on la voit dans le compost sous forme de larve. Alors, on a tendance à se dire, bah, super, j'ai des hannetons plein mon compost. Alors, non, bien sûr que non. Les hannetons, ça n'a pas tout à fait la même tête. Alors, il y en a un qui est gros cul, petite tête, et l'autre petit cul, grosse tête. La cétoine est la grosse tête et le petit cul. Donc, c'est-à-dire que la tête va être beaucoup plus grosse que l'arrière du corps. Hop. Et donc, recycleurs, on va aussi avoir les capricornes, les lucanes, les scarabées, les rhinocéros. Donc, ce sont toutes ces petites bêtes des insectes, enfin ce ne sont pas des insectes d'ailleurs, ce sont des coléoptères qui vont se nourrir d'œufs, enfin les œufs vont se nourrir de bois mort. Donc c'est des saproxylophages, c'est des petites bêtes qui sont plutôt en voie de disparition pour le coup, parce que maintenant, quand on fait du bois ou qu'on a de l'abattage de bois, on le laisse très peu stagner. Donc du coup, on en trouve de moins en moins. Donc ce qui est pas mal, c'est d'avoir une petite zone un peu laissée avec le bois, laissée un peu en stockage comme ça, du bois qui ne va pas forcément vous servir à être chauffé. Est-ce que ça va pour les insectes? Je vais vous chercher un instant une photo de cétoine, de larve de cétoine, si je trouve. Donc, mon ouvrage de référence, j'en ai pas parlé. Mon ouvrage de référence, ça va être, je ne sais pas si vous me voyez en fait, celui-ci, de Terre vivante, les auxiliaires au jardin, dans mon jardin. C'est un livre que j'aime bien, qui est assez clair, qui est plutôt bien fait d'ailleurs. Peut-être que je vous mettrai tout à l'heure une photo comparative de la cétoine et de... Alors, je ne sais pas si vous me voyez, n'hésitez pas à me dire. Hop. Parce que comme je fais le partage d'écran, alors peut-être, Aude, tu peux faire une impression d'écran puis la mettre en partage sur la conversation. Vous m'entendez? Oui, on t'entend. J'ai mis la référence. Ah oui, ok. Donc du coup, je suis en train de montrer là une image de larve de cétoine. Donc c'est ça qu'on va retrouver au compost.
Donc, ce n'est pas gluant, ce n'est pas visqueux et terrifiant. C'est juste que si vous en trouvez dans votre compost, c'est un très, très bon signe. Ça veut dire que votre compost se porte très bien et est plutôt équilibré. Vous allez aussi avoir, je n'en parle pas parce que c'est pas franchement un insecte, c'est pas du tout un insecte, mais dans les décomposeurs, vous avez les vers Eisenia, dit les vers rouges du compost, qui sont indispensables au bon compostage de vos matières. À savoir que vous pouvez tout à fait en acheter, mais je ne suis pas partisane forcément de l'acheter. Je serais plutôt partisane d'aller voir un copain qui a un super compost et de lui prendre un petit seau ou un petit bocal de verre Eisenia pour du coup les installer dans le vôtre. Mais sachez que moi, quand j'ai démarré mon composteur, à aucun moment j'ai été rajouter des composts, enfin des lombriques pour activer mon compost. C'est juste qu'ils arrivent quand le terreau s'y prête. Voilà. Il n'y a aucune question, c'est bon. On va passer sur la manière dont on va pouvoir attirer nos insectes au jardin. Donc, vraiment, n'hésitez pas à poser des questions. Hein. Ça rendra Oui. vraiment le... On peut avoir le nom de l'auteur du livre? Ah, bah, c'est Terre Vivante. Ouais. Hop, le nom de l'auteur. Bah, attendez, je le trouve tout de suite. Alors, c'est Blaise. Je vous l'écris sur le forum, d'accord? Ok. Hop. Alors, c'est Blaise Leclerc et Gilles Blaise, je sais pas. Le Blaise, je dirais. Donc, voilà. Donc, maintenant, on va passer sur les différentes manières d'attirer nos petits insectes au jardin. Donc, je ne sais toujours pas si vous me voyez. Hein. C'est que moi, je me suis confectionné un hôtel à insectes qui me sert de modèle. Donc, avec différents étages et différentes matières possibles. Et donc, du coup, c'est mon hôtel. Il n'est pas habité, hein, bien sûr, parce que je passe mon temps à le promener partout et à le faire toucher aux gens. Donc, forcément, du coup, il n'est pas habité. Les insectes ont plutôt tendance à fuir les endroits où on va trop souvent. Et donc, du coup, l'idée, ça va être de savoir qu'est-ce qui sert à quoi. Hop. Donc, comment attirer nos insectes? Alors, tout d'abord, des bûches percées. Alors, les bûches percées sur la surface, c'est la première chose. Donc, ça, vous pouvez en installer un peu partout dans le jardin ou l'associer avec des petits fagots de tiges creuses, donc du bambou, de la canne, de la renouée. Voilà. Ça peut être aussi du roseau, ça peut être beaucoup de choses, mais il faut quand même que ce soit un petit peu dur. Donc, voilà. Des fagots de tige à moelle. Donc, tige à moelle, on va avoir le plus connu, le sureau, qu'on a beaucoup en Bretagne. Le buddleia aussi, qui est une espèce un petit peu invasive. Donc, il faut aussi bien lui trouver des intérêts, hein, tout comme la renouée du Japon, d'ailleurs, qui sont des espèces sur lesquelles on a des soucis en Bretagne. Et donc, la ronce. Et oui, la ronce est une tige à moelle. Donc, du coup, certaines espèces vont avoir tendance à grignoter cette moelle. Et puis, du coup... d'autres vont avoir tendance à pondre dedans. Donc, les abeilles, les guêpes solitaires, les coccinelles aiment bien se nicher là-dedans aussi. On va avoir les perce-oreilles et bien sûr les araignées. Les araignées, si on n'y va pas, forcément, elles vont tout coloniser. Hein. Est-ce que vous avez des questions? Ça peut être installé, du coup, vous pouvez mettre un petit fagot. Donc, pas forcément, ne percez pas sur toute la longueur de la tige ou de la branche. Ce que je vous conseille, c'est vraiment de laisser quelques 2 cm au bout de votre bûche non trouée, et puis de trouer uniquement un côté. Et donc, vous pouvez suspendre ça à un arbre, vous pouvez le mettre sous votre haie. L'intérêt de le mettre en hauteur, c'est que du coup, il y a quand même moins de prédateurs possibles. Voilà. Hop.
Donc forcément, le compost et le bois mort pour tous ces insectes décomposeurs qui nous manquent, qui sont plutôt rares. Donc toutes ces choses sont plus rares en ville, forcément. Hein, on a de moins en moins d'espace libre, moins en moins de bois mort à disposition, et donc ces insectes ont vraiment du mal. Effectivement, d'avoir un petit tas de bois mort, donc pour tout ce qui va être mille-pattes, cloportes, araignées, les vers de terre aussi peuvent être intéressés par ce genre de choses, les carabes, tous les insectes xylophages, les hérissons, les crapauds aussi ont tendance à se plaire dans ces petits espaces. Donc, je vous ferai un petit point tout à l'heure sur les hérissons et les crapauds, on y reviendra. Donc la paille, alors bien sûr, ça c'est le paradis pour les insectes, la paille. Non seulement parce qu'on y trouve toujours un petit peu à manger, des résidus de graines, tout ça pour certains auxiliaires, les perce-oreilles, les chrysopes, donc vous vous souvenez, cette petite bête verte claire avec des magnifiques ailes nacrées. Voilà. Les papillons aussi, pour se mettre au chaud l'hiver. On peut avoir des murets en pierre, bien sûr. Le muret en pierre, c'est vraiment... Alors, évitez d'aller faire un petit muret avec du ciment, du mortier, tout ça, parce que ça ne va pas du tout plaire à nos petits insectes, à nos petites bêtes. L'intérêt des murets en pierre, c'est que du coup, vous avez des interstices qui sont un paradis pour toutes les petites bêtes, que ce soit les musaraignes, que ce soit les crapauds, que ce soit les guêpes, que ce soit les araignées, les lézards, qui sont très utiles aussi au jardin. C'est des habitats naturels qui restent des vraiment. On en avait beaucoup, beaucoup en Bretagne et en Normandie, et on en a de moins en moins avec l'extension des parcelles agricoles notamment, et l'extension des villes aussi. Donc voilà, les arthropodes, donc tout ce qui va être mille-pattes, les amphibiens, les oiseaux. Les oiseaux surtout parce que ça leur fait un super garde-manger, hein, très honnêtement. Et nos petits mammifères. Voilà. Alors, il ne faut vraiment pas hésiter à poser vos questions parce que je passe très très vite. Alors du coup, ça va nous faire finir très très tôt si vous avez pas de questions. Alors, on va voir les tas de sable. Les tas de sable ou la roche un petit peu abîmée. Donc ça, c'est pour les guêpes et les abeilles qui ont tendance à pondre à flanc de falaise ou à flanc de talus, ce genre d'endroit. Donc, plus on a des guêpes et des abeilles, ben, plus on va avoir la possibilité d'avoir des beaux fruits et des beaux... Voilà. Donc, tout ce qui va être herbes folles, donc les prairies fleuries, les haies variées, surtout, n'hésitez pas dans vos jardins à mettre des plantes qui vont attirer les insectes, que ce soit la lavande, que ce soit le buddleia, aussi l'arbre aux papillons, donc à condition de le canaliser. C'est une énorme source de biodiversité, un lieu de reproduction excellent pour toutes ces petites bêtes. L'idée est d'avoir des plantes mellifères, bien sûr, pour pouvoir encourager la production de miel des abeilles. Mais du coup, en plantes intéressantes, vous en avez une très très large gamme. Ça peut aller des toutes petites plantes, donc des pâquerettes, des myosotis, des primes verts. En ce moment, vous pouvez avoir aussi des plantes un peu plus grosses, donc tout ce qui va être romarin, menthe, tout ce qui va être, comme je vous ai dit, la lavande. On ne doit pas sous-estimer l'importance de nos mauvaises herbes, donc le pissenlit notamment. Donc, voilà, le miel de pissenlit. Et puis, le pissenlit, ça se déguste comme ça, tiges, fleurs, feuilles et racines. Voilà. Voilà. On pourra y revenir. Si vous avez des questions sur les plantes mellifères, on pourra y revenir tout à l'heure. Donc, il faut savoir vraiment que nos insectes sont indispensables au jardin. Vraiment, on est complètement dépendant d'eux. On estime que si jamais les abeilles disparaissent, il nous resterait à peu près 4 ans à vivre sur la Terre. Donc,
très pessimiste comme scénario et à la fois, c'est pas très loin des, de la réalité parce que sans les abeilles, on n'a plus suffisamment de pollinisateurs et on n'a plus suffisamment de bras pour faire tout ce travail. Le pommier aussi est très très bon pour les insectes pollinisateurs. Moi, j'ai de la passiflore dans mon jardin, elle sert à nourrir les oiseaux une bonne partie de l'hiver. Voilà. Je vous montre quelques exemples d'hôtels à insectes. Donc, hôtel insectes, vous pouvez en fabriquer des plus ou moins élaborés. Ça peut être juste d'éparpiller à certains endroits des, 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 des petits espaces. Donc, à un endroit, vous allez avoir un fagot de tige creuse. À un autre endroit, vous allez plutôt avoir du foin. À un autre endroit, vous allez plutôt avoir du géranium vivace pour du coup attirer les pollinisateurs. À un autre endroit, vous allez avoir de la facélie sur une grosse surface. À un autre endroit, vous allez plutôt mettre de la prairie fleurie avec des cosmos, des bleuets, de manière à attirer plutôt une autre catégorie d'insectes. Et vous pouvez aussi tout regrouper. Alors, tout regrouper, ça a surtout une visée pédagogique. Un hôtel à insectes est rarement entièrement habité déjà. Et puis, comme on a tendance à être hyper fiers de nous parce qu'on a fait quelque chose de magnifique, généralement, on va le voir tous les 2 jours pour voir si c'est habité. Alors, rassurez-vous, il y a peu de chances que ce soit habité si on y va trop souvent. Donc, dans ce cas-là, au lieu de faire un magnifique hôtel insecte, mettez plutôt des espaces. Donc, moi, j'ai mis des briques creuses aussi qui sont un super endroit. Alors, j'ai un cabanon 600 portes. Du coup, j'ai forcément des crapauds qui viennent se nicher. Donc, sous une dalle, sous un petit calébotier en bois, vous avez forcément des crapauds qui peuvent se nicher. Les moindres petits espaces peuvent être hyper intéressants. Donc vraiment, n'hésitez pas. Et associez plusieurs choses. Dites-vous que sans plantes, les auxiliaires ont peu de chances aussi de réussir à se cacher, de réussir à se dissimuler facilement. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur les hôtels insectes? Oui, moi j'ai un hôtel comme celui de Attendez, monsieur, j'ai une question par écrit. On va peut-être, je vais peut-être répondre à les hôtels insectes regroupent les habitants de différentes espèces. Ils n'habitent pas forcément dans la nature. Alors, comme je vous disais, Corinne, effectivement, l'idée, c'est pas de faire une maison témoin d'hôtel insectes. Effectivement, ça a plutôt une visée pédagogique. Moi, j'en fais dans les écoles plutôt pour sensibiliser les enfants. Et effectivement, je vous conseille plutôt de mettre à différents endroits plusieurs espaces. Monsieur, vous aviez une question? Je vous écoute. Oui, j'ai un hôtel comme celui de droite sur votre écran avec les numéros là. Oui. Donc d'une part, dans le numéro 4, l'autre jour, j'ai trouvé un nid de guêpe. Alors, comme Ah. c'est à hauteur d'homme, c'est un petit peu embêtant, je trouve. Euh, et puis, dans le numéro 2, là, tous les trous sont bouchés depuis 2 ans maintenant. Je les vois Ah. jamais se éclore, en fait. Ah oui, c'est inquiétant ça. Parce qu'effectivement, généralement, une guêpe solitaire ou une abeille qui ne vit pas forcément en ruche va avoir tendance à pondre à cet endroit-là et à colmater. Mais généralement, effectivement, les œufs, quand ils éclosent, vont détériorer cette pellicule pour pouvoir en sortir. Alors, est-ce que ça vaudrait pas le coup, monsieur, peut-être d'aller regarder avec toute la délicatesse dont vous pouvez faire preuve, d'essayer de gratter, voir si il y a de la vie là-dedans ou si vous allez juste trouver un sarcophage à l'intérieur ou juste si les petites bêtes sont ressorties par l'autre côté. Ça peut aussi exister, ça. Suivant ce qui a été pondu, peut-être que un insecte a pu manger du bois mort et puis sortir par l'autre côté. Ce que je souhaite de tout mon cœur. Ok, merci. Alors, il y a quelque chose encore qu'on peut tout à fait utiliser pour les hôtels insectes ou pour même juste, pas forcément des hôtels insectes, hein, pour juste chez vous, c'est d'avoir des tas de feuilles mortes.
Alors, le tas de feuilles mortes, c'est c'est une très très bonne ressource pour plusieurs choses. D'une, pour pouvoir pailler vos jardins. Donc, du coup, garder votre jardin au chaud et éviter que la terre soit nue. Donc, voilà, première chose. Deuxième chose, pour que les insectes puissent avoir de quoi se nourrir. Voilà, très 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 bonne ressource. D'autant que en hiver, les insectes ont plus de mal à trouver de la nourriture. Troisième chose, vous pouvez l'apporter en matière sèche pour votre compost, parce que souvent nos composteurs, je sais que ce n'est pas le sujet du jour, mais souvent nos composteurs sont beaucoup trop humides et donc forcément du coup on manque de matière sèche et donc les feuilles mortes représentent une super ressource. Moi, j'ai aussi installé des pommes de pin un peu partout dans mon jardin parce que je sais que dans les pommes de pin, il reste toujours quelques petites graines et que ça fait toujours le bonheur des oiseaux, par exemple. Est-ce que vous avez d'autres questions, messieurs, dames, sur les hôtels insectes? Oh là là, je ne vous entends pas bien, madame. Allô? À quelle période les installer? Alors, la meilleure période pour installer un hôtel insectes, ça va plutôt être début d'été. Comme ça, il va pouvoir bénéficier de chaleur d'une. Et puis, vous pouvez même mettre ça au fin de printemps. Vous voyez, mai, juin, c'est la bonne période. Il faut que les insectes puissent s'habituer à ce à ce nouvel élément dans votre jardin. Parce qu'il ne faut pas croire, hein, ils sont là, mais ils sont quand même très méfiants. Donc du coup, vous le mettez plutôt orienté au soleil, protégé du vent du nord, du nord-ouest, là, qui peut parfois être un peu violent, protégé aussi des pluies battantes. Et donc du coup, il va accumuler de la chaleur pendant l'été, et donc du coup, vos insectes vont pouvoir aller tout à fait se nicher dedans. Après, oui, la meilleure période pour le faire, c'est plutôt effectivement mai-juin, quand on a envie d'être au jardin, hein. Alors moi, pour une petite astuce, j'en ai fait un, donc comme vous le voyez, en haut, au milieu, avec des palettes. Donc où j'ai mis des plantes dedans et tout ça, j'ai associé plein de morceaux. Donc j'ai aussi associé des pots en terre cuite qui étaient cassés, que j'avais récupérés, qui étaient cassés. J'ai récupéré aussi des tuiles de faitage. Vous voyez les petites tuiles, enfin les grosses tuiles en terre cuite qu'on trouve en haut des toits. Je les ai cassées en plein de morceaux et puis du coup, j'ai fait des morceaux là-dedans. Ça, c'est un bon espace associé avec les tiges creuses généralement. C'est un bon élément. Et donc, pour revenir à ces palettes, dans les cubes de palettes, donc je sais, les palettes, c'est pas super parce que c'est traité et tout ça, mais à l'air libre pendant longtemps aussi, les substances finissent par être très volatiles et par disparaître. Et donc, j'ai fait des trous dans ces petits cubes. Ça me permettait d'avoir un élément en plus pour attirer les insectes. Après, pour faire un hôtel à insectes comme ça, il faut quand même beaucoup, beaucoup d'espace, hein. Voilà, alors, enfin, qui on va avoir d'autres comme insectes, comme petites bêtes au jardin, comme auxiliaires? Alors là, je vais vous parler surtout des amphibiens qui sont extrêmement menacés, qui font partie des espèces quasiment toutes protégées, hein. Donc, on va avoir la grenouille qui se nourrit de larves, de limaces, d'insectes divers. Je vous encourage, peut-être que j'aurai le temps de vous faire visionner. J'ai trouvé une petite vidéo super sur le site de Eau et Rivière sur les refuges à grenouilles. La salamandre. Alors, la salamandre est une espèce protégée depuis pas mal de temps, qui est de plus en plus en voie de disparition. J'interviens aussi dans des écoles. Il y a beaucoup, beaucoup d'enfants qui ne savent même pas à quoi ressemble une salamandre et ne savent même pas ce que c'est. Donc, une salamandre va s'alimenter d'araignées, de cloportes, de coléoptères, de limaces. C'est assez impressionnant. Pour la petite anecdote, hier, j'étais en centre de loisirs et j'ai des enfants qui ont passé 1 heure à essayer de fabriquer un zoo pour leur salamandre,
qu'ils avaient trouvées dans les bois, qui étaient toutes groggy et, à mon avis, terrifiées. Donc, il a fallu leur expliquer que oui, en fait, la salamandre hiverne a besoin de repos. Et donc, du coup, on la laisse tranquille. Le crapaud qui va se nourrir de larves, de limaces et d'insectes divers, on l'appelle le carnivore optimiste parce qu'il se nourrit un peu de tout et ne chasse pas forcément parce que pour chasser, il se tient complètement immobile. Et donc, ce sont de grands prédateurs de mollusques, d'insectes. Et donc, ils habitent dans des zones humides, des tas de bois, les mares, et donc des murs en pierre ou des tas de bois ou des tas de pierres. Donc, pour vous dire, le crapaud va très, très bien se satisfaire d'un super cabanon de jardin. Est-ce que ça va pour vous à ce niveau-là? Vous avez des questions peut-être? Non. Donc, qui d'autre au jardin? Hop. Hop. Qui d'autre? Qui d'autre? Alors, rien à voir avec la photo. Le hérisson. Allô, vous m'entendez? Ah, j'ai l'impression que quelqu'un n'a pas coupé son micro. On t'entend bien, Marie. Ah oui, pardon. Les hérissons qui mangent limaces, escargots, chenilles, donc une espèce extrêmement protégée aussi, extrêmement en danger, comme on peut le voir tous les jours sur les routes. Donc, habitent dans des tas de bois morts, des tas de feuilles mortes. Attendez, je vais... Ah non, attendez. Hop, erreur précédente. J'avais normalement une photo de hérisson, mais tout le monde voit à peu près à quoi ça ressemble, un hérisson. Donc du coup, pour l'habitat du hérisson, très très simple, une petite boîte en bois, style casse à vin ou boîte de crochet, ou vieille boîte en bois, vieille caisse en bois, recouverte de paille dans un endroit assez au fond du jardin. Le hérisson est omnivore, donc il mange à peu près tout ce qu'il trouve, y compris les croquettes du chien et du chat. Mais son intérêt au jardin, c'est plutôt qu'il nous mange tout ce qui va être limaces, chenilles et escargots. Donc voilà, si vous en trouvez un qui est mal en point, n'hésitez pas à l'envoyer à un refuge pour les hérissons. On trouve des adresses un peu partout sur Internet. Les chauves-souris. Alors, les chauves-souris, ça c'est vraiment, vraiment des super copines à moi parce qu'elles dévorent essentiellement des moustiques. Elles nichent dans des nichoirs spéciaux. On va trouver tout un tas de plans de nichoirs à chauves-souris qui s'accrochent sur généralement les pignons des vieilles maisons. En Bretagne, on va retrouver à peu près 22 espèces de chauves-souris différentes. Parmi elles, on a la plus grosse population française de grands rhinolaphes. Notamment pour ceux qui connaissent au château de Trévarez. Vous pouvez quand ce sera réouvert, vous pourrez poser des questions là-dessus. Je sais que sous le château, ils ont un énorme refuge de chauves-souris. On a aussi la pipistrelle, qui est une toute petite chauve-souris assez vive qu'on voit souvent au coucher du soleil. Donc, il y a le musée de la chauve-souris aussi, où vous pouvez en apprendre beaucoup sur elle. Indispensable au jardin, effectivement. Donc, on va avoir des oiseaux. Donc, comme je vous disais, certains sont très menacés, notamment le chardonneret, le martin pêcheur. On a beaucoup d'oiseaux nicheurs aussi. Vous avez parlé des larves de coccinelle au début de la conférence, où on peut s'en procurer. Mais bien sûr, Janine, je peux revenir sur le sujet des larves de coccinelle. Alors, vous allez au magasin de jardinage à côté de chez vous. Au rayon traitement naturel, vous allez avoir, généralement ça se trouve sur portant. Ça ressemble un peu à un portant de carte postale. Vous allez avoir une petite carte et ce sera écrit dessus larves de chauve-souris. De chauve-souris, n'importe quoi, de coccinelle, pardon. Et donc,
Vous allez acheter cette petite carte, vous allez la régler et ensuite vous allez renvoyer un coupon à l'adresse qui vous est indiquée pour pouvoir recevoir vos larves de coccinelle. Donc en fait, où vous trouvez cette carte, c'est en magasin de jardinage et c'est en fait tout simplement, on ne va pas garder les larves de coccinelle dans le magasin parce qu'on ne sait pas combien de temps elles vont mettre avant d'être vendues. Et donc du coup, l'entreprise qui va vous les livrer vous les livre dans les 3-4 jours, je crois. Voilà. Est-ce que ça a été assez clair? J'ai répondu à votre question? Hop. Super. Alors, pour tout ce qui va être les oiseaux, donc les oiseaux, effectivement, ça mange des insectes, des chenilles, ça mange des vers. Vous pouvez aussi vous équiper d'un canard coureur indien qui a tendance à très peu dévorer vos cultures, mais par contre à adorer manger les limaces. Les poules mangent très bien les limaces, sauf que si vous les lâchez dans le potager, c'est très peu probable que vous ayez des récoltes. Pour tout ce qui va être oiseaux, il y a des stages ou des cours ou même des tutoriels pour construire des nichoirs à oiseaux en fonction des oiseaux que vous voulez attirer. Alors, sinon, quelque chose de très simple, c'est qu'en hiver, là en ce moment, il fait quand même bien frais. Et moi, j'ai plus de graines dans mon jardin, plus de fruits secs, plus grand-chose pour les nourrir. Donc, les oiseaux ont besoin de quand même continuer à se nourrir sans forcément faire des kilomètres pour pouvoir manger. Et donc, j'ai fabriqué des petites boules de graisse. J'ai décidé de ne plus en acheter pour plusieurs raisons. La première, c'est que je ne sais pas dans quelles conditions elles sont fabriquées. La deuxième, c'est que je ne connais pas la qualité des graines, que j'aime autant pouvoir faire mon mélange moi-même aussi. Et du coup, j'ai choisi d'en fabriquer moi-même. Alors, hors de question, messieurs, dames, d'utiliser du saindoux, car le saindoux est salé. Les oiseaux, tout comme nous, peuvent être très sensibles au sel. Et donc, j'utilise pour cela de la végétaline. De la végétaline que vous allez trouver en supermarché au rayon huile, parce que généralement, c'est utilisé pour faire de la friture de frites, de la cuisson de frites. Et donc, du coup, j'utilise de la végétaline que je fais fondre soit à la casserole, soit au bain-marie. Et ensuite, je rajoute mon mélange de graines. Alors, vous pouvez le fabriquer vous-même, vous pouvez en acheter des tout faits hein, si vous voulez, si vous ne voulez pas vous embêter. Vous pouvez utiliser du blé, du sorgho, vous pouvez utiliser aussi quelques graines de tournesol, parce que dans nos jardins, on a des oiseaux qui ont besoin de décortiquer leurs graines, et donc du coup, qui utilisent leur bec pour décortiquer les graines, et donc du coup, les graines de tournesol font tout à fait l'affaire. Vous pouvez utiliser aussi un peu de semoule de blé ou de blé. Voilà. Vous faites votre mélange vous-même. Vous mettez ça dans des... Moi, j'ai arrêté d'utiliser les moules en silicone pour faire mes gâteaux pour plein de raisons. Et du coup, je les utilise pour mouler mes graines. Alors, je mets une ficelle dedans. Je moule mes graines et puis je mets ça soit au frigo, soit dehors. Enfin, en ce moment, dehors, ça ne poserait pas de problème vu qu'il fait bien frais. Et puis, une fois que c'est dur, tac, je les mets à disposition des oiseaux. Ça me permet de regarder les mésanges, les moineaux, les rouges-gorges venir se nourrir allègrement à la maison. J'ai arrêté les boules de graisse aussi pour une autre raison, c'est pour la dangerosité et les déchets que ça engendre. Le petit filet en plastique qui entoure ces boules de graines a tendance à se montrer très dangereux, très agressif quand les oiseaux se prennent la patte dedans. Donc on en trouve de temps en temps suspendus à leur boule de graines. Et donc du coup, on a quand même l'aspect dommage dans cette belle action. Et autre chose, c'est que ce plastique est difficilement recyclable. On le trouve beaucoup à l'extérieur. On le trouve beaucoup à traîner après un peu partout. Donc, pour éviter ça,
trouvé ça important de fabriquer moi-même. C'est quelque chose de super ludique qu'on peut faire avec les enfants, les petits-enfants, qui plaît beaucoup à la famille et généralement associé à une activité nichoire, c'est top. Une contre-indication concernant l'eau qu'on va donner aux oiseaux, surtout en ce moment, en ces temps de grippe aviaire. Si vous mettez une coupelle d'eau à disposition des oiseaux, donc c'est très bien, mais vous allez devoir la désinfecter tous les jours et changer l'eau tous les jours pour pas qu'il y ait de possibilité qu'un oiseau atteint de grippe aviaire venant le matin puisse contaminer toute la journée ou toute la semaine tous les autres oiseaux qui vont venir s'abreuver. Donc attention, je déconseille ça, sachant qu'en Bretagne, les sources d'eau en hiver, c'est pas ça qui manque. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce qu'il y a quelques points que vous souhaitez que j'éclaircisse davantage? Des choses sur lesquelles je n'ai pas été suffisamment claire? J'écoute. Vous êtes sage. Oui, mon problème, c'est j'ai des pêchers qui fleurissent très hâtivement parce qu'actuellement, ils sont pratiquement en fleurs, mais il n'y a pas d'abeilles. Et donc, j'ai très, très peu de fruits à chaque fois. Ah. Ben oui, ça, le problème, c'est le réchauffement climatique. En fait, on ne fait qu'en parler, on a l'impression que c'est un peu loin de nous. Et en fin de compte, pas tant parce que les plantes qui sont en fleurs avant que les abeilles sortent de leur nid, et ben forcément, du coup, ça pose un souci. Est-ce que vous avez essayé je sais pas, peut-être d'attirer des abeilles, d'y mettre une ruche? Vous savez s'il y a des abeilles dans le coin ou... Alors, le Parce que problème, normalement, c'est là, quand... ça démarre. Oui, le problème, c'est que j'ai par exemple des gros massifs de bruyère et notamment, je ne sais plus le nom exact, mais ça ressemble à de la bruyère blanche D'accord. Qui attire beaucoup soit les petites guêpes individuelles, soit les Oui. bourdons. Ouais. Mais justement, ça les attire peut-être un peu trop et ils délaissent le pêcher, quoi. Ah. En fait, c'est un effet inverse, quoi. C'est dommage d'en être là. C'est vraiment dommage. Il faudrait. Est-ce que vous avez essayé peut-être de couvrir votre pêcher l'hiver pour essayer de faire en sorte qu'il fleurisse un tout petit peu plus tard? Ah non, j'ai pas essayé ça. Je me demande si peut-être que de créer artificiellement une protection sur votre pêcher durant l'hiver, ça permettrait pas de retarder un peu la mise à fleur. Et du coup, ça permettrait peut-être que les fleurs soient plus attractives pour les nombreux pollinisateurs qui vont démarrer d'ici une quinzaine de jours. Mais c'est dommage parce que vos fleurs auront presque cessé de fleurir. Des fois, ça se joue à 15 jours, effectivement. Après, je ne sais pas si on ne peut pas aussi acheter des larves de pollinisateurs. Là-dessus, je ne saurais pas vous dire. Oui, ça existe, mais je ne sais pas si les particuliers peuvent en acheter. Des pollinisateurs. Allez voir au magasin vert, mais généralement, quand on est sur de la lutte biologique ou de des solutions naturelles, généralement, elles sont accessibles aussi aux particuliers. Mais ça vaudrait peut-être le coup de se pencher sur la culture de votre pêcher, à savoir si peut-être c'est pas lié à la taille, parce que des fois, la fructification n'est pas forcément que liée à la non-pollinisation de vos fruitiers. Normalement, un pêcher, ça ne se taille pas, hein. Ouais. Et là, il est plein de fleurs. C'est magnifique, quoi. Mais Ouais. c'est pas la première année que ça me fait le coup.
Ouais, puis en plus, là, le froid de la semaine. Ouais, ça retarde un peu les. C'est vrai que dès qu'il y a le soleil, ça a tendance à démarrer, mais les abeilles ne sont pas là, quoi. Mais voilà, c'est ça. Alors, soit je vous conseille de vous équiper d'une ruche, ce qui n'est pas forcément une super solution si on n'a pas le temps, parce que ça demande quand même beaucoup de temps, soit ouais, d'essayer de retarder un petit peu la mise à fleur, la mise à fleur, ou soit d'essayer comment... Ouais, je peux essayer de le couvrir. Ouais, Voir. j'aurais peut-être tenté ça. Après, c'est une expérience qui aura peut-être pas, qui sera peut-être pas concluante, mais au moins Ouais. ça se tente, quoi. Alors, j'ai Pascal qui demande pour les salamandres lors de la préparation d'une parcelle au potager, que faire quand on la rencontre? Alors déjà, vous réjouir, première chose, et puis rien ne vous empêche de la déplacer, de l'emmener un peu plus loin. Si vous êtes en train de bêcher, effectivement, c'est dommage de lui asséner un coup de bêche, mais juste de la déplacer un peu plus loin dans votre jardin, dans un endroit un peu laissé à l'abandon, pas très loin du composteur, ou si vous avez un endroit un peu laissé de côté, ça peut tout à fait être cet endroit, hein. Effectivement, quelle chance d'avoir d'avoir une salamandre dans votre jardin. Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors, question non directement liée au sujet du jour. J'ai vu que vous faites de l'accompagnement en conception. Pouvez-vous me donner des précisions sur le coaching? Jeanne, ce que je vous propose, c'est qu'on se passe un petit coup de fil après la conférence, si vous êtes d'accord? Oui, super. J'ai l'impression que quelqu'un a une question. Oui. Oui. En fait, moi, quand on a entendu que Olivier, il sème le champ il récolte les tournesols et après on est allé récupérer sur le champ et on a pris les tournesols qui restaient. Oui. Et pour les oiseaux. Et il y a super. plein de petites mésanges qui viennent. Mais oui, voilà, c'est ça. Non, donc c'est on vrai. récolte après, en fait, c'est Anne-Claire, en fait, lorsqu'on passait près du champ, elle dit « Ah, ça y est, il reste plein de tournesols, de têtes de tournesol sur le champ. » Et elle me dit « Mais il faut les ramasser maintenant pour l'hiver. » Donc, on en a plein dans le garage et puis on les installe sur le balcon et on voit les petites mésanges qui viennent se nourrir. Ouais, c'est super ça. Alors effectivement, il y a cette solution pour pouvoir avoir des graines pendant l'hiver, de récolter les graines de tournesol. J'ai accompagné des groupes de jardiniers en jardin partagé sur l'Annester. Et donc, il y en avait qui conservaient leur tournesol sur pied, qui les laissaient sécher pour justement avoir un garde-manger directement pour les oiseaux. Alors, c'est super. Moi, j'aurais plutôt tendance à faire comme vous pour pouvoir les admirer de ma fenêtre. En fait. C'est tout l'intérêt de se dire ah bah tiens, au moins je peux les regarder. Ouais. Donc oui, le tournesol, c'est une super alternative c'est une super alternative, c'est une super plante en fait. Effectivement, on n'y pense pas assez. Après, c'est même une plante qui est très belle, alors forcément, et qui est très pollinisatrice, qui attire les pollinisateurs pendant tout l'été. Donc, c'est super aussi. Voilà, c'était juste pour partager notre petite expérience. Voilà. Non, c'est chouette, merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, moi, je suis en train de chercher comment vous transmettre. Alors, je voulais prendre un petit risque. Est-ce que... Je voulais vous faire voir la petite vidéo sur... la petite vidéo sur les oiseaux, sur les grenouilles. Mais je crois que je vais tout faire cafouiller si je fais ça.
Je vous laisserai aller voir sur le site d'Eau et Rivière Bretagne, qui est un site qui regorge vraiment de tout un tas de choses extra, d'astuces extra, d'articles intéressants. Je ne vous ai pas parlé aussi des plantes, enfin des orvets, vipères et couleuvres, qui sont aussi des bêtes hyper importantes au jardin, qu'on a de moins en moins aussi en Bretagne, qu'il ne faut surtout pas négliger. Moi, j'en ai tellement peur que, effectivement, j'ose même pas vous en parler, mais effectivement, je viens de retrouver, si ça vous intéresse, quelques plantes nourricières pour les oiseaux. Est-ce que ça vous intéresse? Oui, oui. Merci de votre intérêt. Alors, on va avoir l'amarante. L'amarante, c'est une plante qui va, un peu comme le tournesol, sécher sur place directement, et ses graines vont être très facilement à disposition des oiseaux. On va avoir tout ce qui va être la Capselle Bursa-Pasteur. Alors, la Capselle Bursa-Pasteur, c'est une mauvaise herbe, pour le coup, enfin une adventice, une plante indésirable, qui va faire des petites fleurs blanches et qui va faire des petites capsules qui vont éclater à notre passage. Et donc, ça, c'est des petites graines qui intéressent beaucoup les oiseaux. On va avoir les chardons. Alors, attention, vous n'avez pas le droit de cultiver de chardon. Donc, si vous en avez un et que vous surveillez, effectivement, ça peut le faire. On va avoir les cosmos. Donc, les cosmos, c'est des grosses fleurs qu'on retrouve beaucoup dans les prairies fleuries. Si je vous retrouve... hop. Hop. Je ne voudrais pas vous donner tout les journées. En photo. Pardonnez-moi. Merci beaucoup. Bonne journée et bon week-end. Hop, alors, je cherche. Je vais vous trouver une photo des cosmos pour vous montrer. Hop. Si je clique dessus. Bah. N'en veuillez pas, hein, l'apprentissage de l'informatique, c'est parfois laborieux. Voilà, donc j'espère que vous voyez bien. Donc là, c'est des cosmos qu'on voit beaucoup, les grosses fleurs violettes, roses, blanches. Ça, c'est une super plante pour notamment donc les oiseaux et aussi les pollinisateurs. Donc voilà, on va avoir donc, tout ce qui va être graminé, donc toutes les plantes qui font comme le gazon, en fait, la fétuque. On va avoir les ophiopogons qui vont du coup faire des tiges avec des graines au bout. Le pissenlit, le plantain, on va avoir aussi effectivement le tournesol a bien sûr été cité. Et ensuite, pour les arbres et arbustes, on va avoir des pommiers, noyers, pruneliers, la ronce. Oui, la ronce, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand même, on se bataille entre les oiseaux et nous pour avoir toutes les mûres. On peut avoir le hêtre aussi. Le hêtre, alors, je ne sais pas si tout le monde voit à quoi ça ressemble, les fruits du hêtre. À l'intérieur, on a des petites graines et ces petites graines sont hyper nutritives. Et même pour nous, ça se mange. On a l'aubépine aussi qui est très intéressante. Le chêne, le chèvrefeuille, bien sûr. Donc voilà, le cornouiller. La liste est effectivement pas exhaustive. Voilà.
Est-ce que vous avez davantage de questions peut-être? Je cherche d'autres choses à dire. En ce moment, vous avez remarqué qu'on a beaucoup de chatons et notamment les saules qui sont en fleurs, qui commencent à fleurir, à bourgeonner, tout ça. Donc pour les abeilles, c'est vraiment une plante qui est fantastique. Beaucoup d'apiculteurs ont installé des saules autour de chez eux pour du coup essayer de conserver leurs abeilles. C'est la plante qui est en tout début de printemps à fleurir et donc qui va attirer beaucoup de pollinisateurs, notamment les abeilles et les bourdons. C'est très complet, vous n'avez pas du tout de questions. Ici, j'ai un plan pour un nichoir à chauve-souris. Alors, je ne sais pas si on peut faire une impression d'écran ou si les gens me voient. Dites-moi si vous me voyez, si vous voyez ce que je vous montre à l'écran ou si vous voyez uniquement le diaporama. Oui, on voit, super. Donc voilà, je vous laisse peut-être faire une petite impression d'écran. On a le nichoir à chauve-souris là, donc tout le plan de montage en fait pour faire ce petit nichoir. Donc les chauves-souris en ville ou à la campagne d'ailleurs, hein, ça fonctionne bien. Essentiellement, généralement, quand on rénove une longère, on a beaucoup de maisons qui sont équipées de nichoirs à chauve-souris. Et donc, du coup, comme j'ai aussi le nichoir pour les mésanges, je vous mets également. Je vais comme ça, vous avez le temps de faire une petite impression d'écran. Dites-moi si c'est bon. Donc tout ça, c'est dans ma Bible, hein, les auxiliaires au jardin. Effectivement, il y a quelques petites choses que j'ai rajoutées, hein, notamment sur les espèces protégées, parce que c'est un rapport qui vient de sortir il y a 3 jours et qui est très important, qui va aussi peut-être donner un sens à nos nouvelles directions à prendre dans les années qui suivent, puisque ça, c'est un rapport qui s'est réalisé sur une étude de 13 ans. Vous voyez, l'étude, elle est assez longue et la conclusion, elle est plutôt mauvaise, notamment en Outre-mer d'ailleurs, où on peut se rendre compte que il y a beaucoup d'espèces qui sont en danger. Bah, écoutez, pour moi, j'ai fait le tour. Si vous avez d'autres questions, vraiment, j'attends vos questions. Aude, tu as des questions peut-être auxquelles je n'aurais pas pensé, des choses à expliquer Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, je vous entends. J'ai des lilas qui, chaque année, sont attaqués par des ravageurs, je ne sais pas lesquels. Les bourgeons deviennent secs, les feuilles tordues et noires. Et je ne sais pas si les coccinelles pourraient être efficaces pour ce type de ravageur. Eh bien, je ne suis pas sûre parce que ça ne ressemble pas du tout à une attaque de puceron, ça ressemble plutôt à une attaque bactériologique ou un champignon. Auquel cas, faudrait d'abord réussir à identifier complètement le ravageur avant de pouvoir envisager un traitement ou un remède approprié. L'erreur qu'on fait souvent, c'est de se dire bon bah je vais tester. Très certainement, ça vaut pas le coup d'aller acheter des larves de coccinelle ou même des coccinelles adultes pour ce genre de choses parce que les coccinelles ne sont efficaces que sur une attaque d'insectes. À savoir essentiellement du puceron, ça peut être aussi de la cochenille, mais la cochenille c'est plutôt en serre ou en intérieur, donc ça ne sera pas ça, mais ça ressemble, oui,
beaucoup soit un champignon, soit une bactérie, ou peu probable que ce soit un insecte. Si on a une cloque des feuilles, c'est même pas sûr que ce soit la même chose sur les feuilles et sur les bourgeons. Donc, parfois, il y a aussi une double attaque. Faudrait que Comment je les trouve un... identifier? Comment les identifier? Comment identifier le champignon ou l'attaque des bactériaux? Alors, pour les particuliers, pour réussir à identifier, généralement, c'est sur des forums, en prenant des photos. Après, ça peut être directement en apportant un échantillon de bourgeons et de feuilles en magasin de jardinage, et généralement, on va pouvoir identifier. Après, c'est vraiment un travail de recherche que effectivement, les professionnels savent faire bien plus vite que les personnes non averties. C'est comme une recherche de panne chez un garagiste. On a tendance à vouloir tout regarder, alors que des fois, il faut se concentrer sur les symptômes. Oui, alors, faudrait. En fait, comme je suis en partage d'écran, je ne peux pas chercher ce que ça peut être, mais je peux me le noter puis aller voir ce que ça peut être. Si... Marie, normalement, tu peux chercher et on aura toujours le diaporama. Mais alors, comment je peux faire ça? Tu fais échappe et tu vas sur... Parce qu'en fait, là, tu partages ton diaporama. Normalement, il est censé rester. Et tu... Ah non, non, il s'en va, effectivement. Ouais. Mais non, je partage l'écran, je partage pas le diaporama. Si, Alors, bah là, en fait, il est parti. Peut-être que ça dépend des versions de Zoom ou des ordinateurs. D'accord. C'est quand même pas évident. Ah, mais du coup, ça me permet d'aller peut-être hop, sur la grenouille. Alors, je fais un nouvel essai. Petite tentative. Oui, on voit bien. Alors, on voit bien, c'est génial. Alors, est-ce que tout le monde a bien le son de la vidéo? Allô? Vous m'entendez? Non, non. Ah, alors, comment c'est possible? Comment je peux faire? Eh bien, alors, pas de son, pas de son. Bah oui, 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 oui. Il faudrait que paramètres, tac. Il faudrait que je la mette en haut-parleur. Alors, on voit ta vidéo, Marie. Oui. Je crois que j'ai coupé le son moi aussi. Ah non, c'est bon. Vous m'entendez? Oui, je vois que tout le monde dit pas de son. Moi, j'entends. Toi, t'entends la vidéo? Non, enfin, je t'entends toi après la vidéo. Non, voilà, c'est ça. On m'entend moi, mais on n'entend pas la vidéo. Bon, bah, vous savez quoi? Je vais vous partager. Tu mets le lien sinon, simplement. Ouais, c'est ça. C'est ça. Comme ça, tout le monde pourra regarder ça tout à l'heure ou plus tard. Pas de son de vidéo. Bah, oui. Alors, j'ai eu une question de Pascal qui me disait, il y a des rats dans le composteur depuis peu, que faire? Alors, il n'y a pas de secret, les rats dans le composteur. Alors, d'une, dédramatisons, ça fait aussi partie des décomposeurs. Deux, ça fait jamais plaisir d'en trouver dans le composteur. Je suis la première à vous rejoindre là-dessus. C'est vraiment le truc le plus désagréable qu'on peut avoir avec le composteur, c'est de se trouver nez à nez avec un visiteur. Alors, possibilité, c'est que en fait, les rats, ça aime être tranquille. Donc, je pense que vous n'allez pas suffisamment souvent dans votre composteur. Et en fait, le fait d'avoir peur d'aller à votre composteur parce que vous y croisez des rats,
joue aussi. Donc, je vous conseille. Donc, j'ai eu le problème d'habitants dans le composteur. Je n'ai jamais croisé quoi que ce soit, mais bon, il n'y a pas 1000 possibilités. Donc, j'arrivais du coup vers mon composteur en tapant des pieds. Et en tapotant sur mon composteur, donc j'avais une petite griffe de jardin, en tapotant sur mon composteur de manière à effrayer la bête qui s'y trouvait. Donc j'y vais quasiment tous les jours. Si j'ai l'occasion, je vais au moins 2 fois par jour. Je vais l'ouvrir, je vais remuer, je vais l'embêter. On nous a dit de poser une grille au fond du composteur pour éviter les rongeurs. Ouais, alors, oui, ça peut être ça, Janine, effectivement, mais le problème, c'est que les petites bêtes peuvent aussi grignoter le composteur. Mais après, ça peut être une association, hein, mettez une grille dans le fond du composteur. Après, par contre, quand vous arrivez avec votre râteau, c'est hyper galère. Moi, j'ai plutôt tendance à y aller tout le temps, à y aller hyper souvent. Ça me permet d'une, de le surveiller super bien, de deux, de l'alimenter très régulièrement et de faire que du coup, ça ne reste pas stagné dans ma cuisine, que je ne mets plus de choses moisies dedans, parce que ça aussi, ça fait son bonheur au petit rat. Et une dernière chose, Pascal, est-ce que vous mettez des déchets carnés, c'est-à-dire des restes de repas, de la viande, du poisson, du fromage, des crustacés? Est-ce que vous mettez tout ça? Végétarienne. Ah oui, donc du coup, vous ne mettez pas tout ça. Donc en fait, juste peut-être, il suffit d'y aller plus souvent au composteur. Moi, j'ai éliminé ce problème, hein. Je n'ai jamais su ce que c'était qu'il y avait dans mon composteur, mais effectivement, d'y aller tout le temps, j'ai dû faire fuir la bestiole, hein. Si je peux, nous avons eu le problème et nous nous sommes aperçus que la grille au fond de notre composteur, la petite grille très fine, n'avait pas été endommagée, n'avait pas été rongée. Donc en fait, le rat ou le rongeur venait, ouvrait le couvercle. Donc depuis, nous mettons une pierre importante parce que les rongeurs arrivent à soulever les couvercles s'ils ne sont pas trop bien fermés et nous n'avons plus de soucis. Ouais, moi, pour avoir suivi des composteurs à Brest, j'ai eu un peu tout type de scénario. J'ai vu des composteurs qui étaient rongés par le côté. J'ai vu des composteurs qui étaient ouverts effectivement par les habitants, hein. J'ai vu des grilles qui étaient dévastées. Et généralement, c'est des composteurs qui sont du coup, je ne sais pas si c'est par conséquent ou déjà d'avance, sont un peu laissés tranquilles, quoi. À savoir que plus on va aller souvent à notre composteur, plus on va le remuer, moins la bestiole va rester. Il y a des... Comment... il y a des... Moi, je pense vraiment que c'est la fréquence de visite au composteur. Je voudrais juste revenir sur la personne qui m'a parlé de ces lilas. Les feuilles sont cloquées, c'est ça? Et les bourgeons desséchés. C'est pour vous envoyer un petit diagnostic, mais du coup, je sais pas qui est la personne. C'est moi. C'est moi. Alors, dites-moi votre nom. Toulek Mireille. 2 LEC? Oui. Mireille. Je vais regarder après la conférence ce que ça peut être.
Donc, je voudrais bien que vous me transmettiez, même en message privé, hein, je veux bien que vous me transmettiez votre adresse mail, même en privé. Hein. D'accord. Alors Paul m'a demandé, est-il préférable de ne pas mettre de déchets de viande et de poisson dans le composteur? Alors, Paul, moi, je vous interdis pas de le faire. Je vous déconseille de mettre une trop grosse quantité de viande et de poisson dans votre composteur, à savoir que justement, ça peut encourager les rongeurs à venir dans le composteur. À ceci près que c'est une matière qui est compostable. Ce sont des matières qui sont tout à fait compostables. Donc, si vous y allez 2 fois par jour et que vous mettez vos déchets de viande bien au milieu, enfouis sous tout le reste, ça ne poserait pas forcément de problème. En revanche, si vous y allez 2 fois dans la semaine, que vous posez juste vos déchets de viande comme ça sur le tas, ça peut être un problème. Donc, attention. Hop, merci Mireille. Je vous recontacte. Très bien, très bien. Ok. Moi, je voulais vous transmettre à tous et à toutes une carte de visite, mais je n'arrive pas à trouver. Ah, partager le son de l'ordinateur. Ça aurait pu être ça, hein, si je mets ça. Alors, les amphibiens, ce sont toutes les espèces de grenouilles, crapauds, tritons et salamandres. Amphibien, ça signifie 2 milieux. Le milieu humide, tout ce qui est zones humides, et le milieu terrestre, pour faire l'intégralité du cycle de vie. 41% des espèces au niveau mondial sont menacées. Parce que en un siècle, nous avons perdu 2/3 de nos zones humides. 2/3 de nos zones humides ont disparu. Et une zone humide, c'est les prairies humides, les mares, les forêts humides, les ripisylves, donc tout ce qui est végétalisé autour des zones d'eau. Et donc c'est une des principales causes de la disparition des amphibiens, oui. Une des méthodes pour protéger ces amphibiens, c'est de recréer des zones humides chez soi. C'est très facile, il suffit de créer des mares. Donc qu'on soit une collectivité, une école, qu'on soit un particulier, qu'on soit une entreprise, qui que ce soit ayant un espace à disposition peut creuser une mare à l'intérieur et l'aménager pour que les amphibiens puissent y faire leur cycle de vie. Parce qu'une fois qu'on a une mare, le problème, c'est qu'on peut aussi mal la gérer et mettre des poissons dedans, et couper l'herbe quand il ne faut pas la couper, et donc c'est pas bon. Alors on creuse, voilà, c'est pas plus compliqué que ça, on fait des berges en pente douce, la végétation vient tout de suite, toute seule, les amphibiens aussi vont venir tout seuls coloniser, ça vient vraiment très très rapidement. Et puis après, on contacte OI Rivières de Bretagne et on se fait expliquer le calendrier de gestion. On reçoit des documents tous les trimestres et il y a même des activités pour faire découvrir la mare aux enfants. Ça peut aussi être des activités nature en famille. Bon, ben voilà, super, j'ai réussi à faire que ça fonctionnait. Et ben, très contente que ça ait fonctionné. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Donc, allez pas creuser cet après-midi si vous n'avez pas la place, hein, vous lancez pas là-dessus. Déjà laissez-leur de l'espace, ça suffira. Ça sera déjà pas mal. Et donc, Merci Marie. Est-ce que l'ensemble des... Je ne sais pas si vous avez des questions.
pour les participants. Je vois que Fabienne lève la main. Donc, Fabienne, vous pouvez peut-être poser votre question, soit directement en réactivant votre micro, soit dans le fil de discussion. Non, nous étions intervenus au niveau du tournesol et j'ai oublié de baisser la main, pardon. D'accord. Je vous remercie. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, merci Marie pour ton intervention. Ouais, de rien. Attends, je vais juste rajouter la carte de visite, comme ça les personnes auront aussi l'occasion la possibilité de me recontacter s'ils ont besoin. Hop. Tac. Non, ça veut pas. J'arrive pas à ajouter un fichier en fait. Sinon, tu mets ton site internet, tu mets l'adresse de ton site internet. Oui, c'est vrai. Donc, merci Marie d'avoir surtout adapté ton atelier. Voilà. J'espère que ça vous a plu, messieurs, dames. Oui. J'espère que vous êtes satisfaits. Il y a une personne qui m'avait parlé du coaching. Je n'ai pas noté qui était cette personne. Si elle peut me faire un petit coucou. Après, c'est renoté. C'est moi. Hein. Alors, Janine. Alors, Janine. Du coup, je vous laisse. 06. Tu peux peut-être laisser ton adresse mail, Marie, aussi, peut-être. Ouais. Comme ça, tout le monde aura tes coordonnées. Donc, si vous voulez recontacter Marie, voilà, n'hésitez pas. Et Mireille, moi, je me renseigne et puis j'essaye de vous rappeler si possible dans la journée. Et sinon, ça sera la semaine prochaine. J'ai noté vos coordonnées, j'ai noté la problématique et du coup, ce sera peut-être plutôt en début de semaine prochaine. Parce que là, du coup, aujourd'hui, j'ai une journée un peu chargée, mais je vais déjà me renseigner, prendre le temps de regarder ce que ça peut être. Pareil, Janine, si vous pouvez m'appeler ou si vous préférez que ce soit moi qui vous appelle, mais je n'ai pas vos coordonnées, donc peut-être c'est mieux que ce soit vous qui me contactiez pour savoir comment ça se passe pour tout ce qui va être cours de jardinage et coaching. En tout cas, je vous remercie d'avoir été indulgent parce que c'est vrai que c'est pas un... Super, merci Janine. C'est pas facile comme format, après en espérant pouvoir vous retrouver physiquement, en vrai, ça sera beaucoup plus sympa pour une visite du jardin. Très bien. Merci beaucoup Marie, merci à tous les participants. Avec plaisir. Voilà, et pour les prochains rendez-vous de l'Écopôle, le prochain, ce sera sur la conception bioclimatique avec Nicolas Duverger du CAUE et Tancred Skoll d'Approche Éco-Habitat. Donc, pour le moment, nous ne savons pas si nous pourrons le faire en présentiel et sinon, ça sera aussi en ligne. Voilà, et je vous souhaite un bon week-end et merci à tous. Au revoir.